Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h, les titres de ce lundi 23 juillet. À Yamoussoukro, la réunion des experts de la 7e conférence du traité d'amitié de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est ouverte ce matin. Plusieurs secteurs concernés, notamment la défense, la sécurité. Le projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le PNUD, offre un commissariat de police à la ville de Boisflé. L'inauguration a été faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La campagne se poursuit pour le premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a lancé à Bamako, la capitale, une caravane pour des élections apaisées. Merci d'être sur RTI 1. Bonjour à tous. La 7e conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso a démarré ce matin à Yamoussoukro. Les experts issus des deux pays sont réunis en prélude à la rencontre des deux gouvernements. Ils évaluent les accords déjà signés et planchent sur de nouveaux accords pour ce TAC 2018. Les domaines concernés sont entre autres la communication, l'énergie et les infrastructures routières. La Commission africaine de normalisation électrotechnique s'est réunie pour sa 6e assemblée générale. Les experts du domaine électrotechnique ont fait le point de leurs activités et élu les nouveaux responsables de leur organisation. Nadia Eja et Jean-Luc Gbangbo. Après 10 ans de fonctionnement, l'heure est au bilan pour la Commission électrotechnique de normalisation AFSEC. L'AFSEC a déjà commencé à produire des normes pour interconnecter les réseaux électriques africains. Elle travaille au niveau de l'évaluation de la conformité pour mettre en place des entités, des structures qui travaillent sur ça. L'AFSEC a rédigé des guides qui permettent aussi, lorsqu'on veut faire des achats d'équipements électriques, de tenir compte d'un certain nombre de normes pour pouvoir prendre en compte. L'AFSEC a mis en place une base de données qui permet de voir dans chaque pays quelles sont les normes qui sont applicables. Créée par l'Union africaine, l'AFSEC intervient dans les domaines de l'électricité, l'électrotechnique et la technologie associée. Elle compte à ce jour 16 pays membres et contribue à faciliter la mise en place d'un marché unique africain. Ce type d'organisation est très importante pour que les pays collaborent. Nous aspirons à créer un espace commun où les marchandises circulent librement. Donc il est important que la qualité des marchandises qui circulent dans cet espace soit à peu près la même, quel que soit le pays. L'Assemblée générale s'est achevée avec l'élection des nouveaux responsables des organes de l'AFSEC. Claude Coutois, à la tête de l'organisation depuis 10 ans, a été reconduit pour 1 an. Le projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le PNUD permet à la ville de Boisflé d'avoir un commissariat de police. L'inauguration a été faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Le reportage est signé Ngana Konate. Bâti sur une superficie de 3744 m², le nouveau commissariat de police de Boisflé comprend un bâtiment principal composé de plusieurs bureaux. La construction et l'équipement d'une valeur de 100 millions de francs CFA est le don de l'Union européenne à travers le PNUD. L'inauguration a été faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a, au cours de la cérémonie organisée à cet effet, traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien aux donateurs. L'Union européenne qui a dégagé un montant de plus de 3,6 milliards de francs pour des travaux de réhabilitation, de construction de nombreux commissariats, districts de police, nous permet aujourd'hui de procéder à l'inauguration du commissariat de police de Boisflé. C'est un partenariat qui nous aura été particulièrement profitable et dont nous souhaitons la continuation. Monsieur le directeur pays du PNUD, je voudrais vous demander de transmettre toute notre reconnaissance à votre hiérarchie et également lui dire que de nombreux projets, nous en avons encore et que nous souhaitons que vous continuez de nous accompagner dans ce sens. En plus du bâtiment principal, un bâtiment annexe doté de bureaux est dédié spécialement à l'accueil des victimes de violences basées sur le genre. Le PNUD qui accompagne le gouvernement de la Côte d'Ivoire a pensé que c'était important que le genre soit préservé et que de ce fait, des bureaux soient dédiés dans le cadre du projet pour
que les femmes puissent venir se plaindre, porter plainte lorsque des violences leur sont infligées. Et c'est dans ce cadre qu'on a prévu 13 bureaux genre sur toute l'étendue du territoire dans le cadre du projet. Bois-Flé est notre région. Si elle est bien sécurisée, ça veut dire que la Marabout est bien sécurisée. Et donc aujourd'hui, ce que nous venons de voir, c'est un remerciement pour ceux qui nous ont aidés pour le financement. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va aller de l'avant. Pour rappel, la construction et l'équipement de ce commissariat s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire. Les corps d'armée de Côte d'Ivoire, eux, préparent le défilé militaire du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance. L'innovation cette année, la participation des armées des pays frères du Mali et du Burkina Faso. Les généraux Lassine Doumbia et Julien Kwame ont insisté sur le port correct de la tenue, les positions des armes sur la poitrine et le respect des distances pour le succès de ce défilé. La ville de Strasbourg, dans le nord-est de la France, a séduit plus d'un Ivoirien. Certains y partent pour du tourisme, quand d'autres y vont pour des études ou encore des raisons personnelles ou professionnelles. Ceux qui s'y sont installés ont réussi à s'intégrer parfaitement dans cette ville au parfum allemand et français. La vie des Ivoiriens à Strasbourg, c'est un dossier signé Michel Digré. Strasbourg, capitale de l'Europe. Son centre-ville fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Ces sites touristiques attirent chaque année des visiteurs du monde entier. 29 millions ont été enregistrés en 2017. Strasbourg a été, pendant les deux guerres mondiales, une ville convoitée par les deux pays, l'Allemagne et la France. Et tout ce que nous avons vu en traversant le fleuve, le Rhin, et puis les ponts, certes, ils sont vétustes, mais ils ont gardé toute leur beauté d'antan. Donc je pense que c'est une bonne visite. Strasbourg est aussi l'épicentre de rencontres culturelles. La cité vit au rythme de la danse et de la musique. À quelques kilomètres de cette ambiance, nous retrouvons un artiste ivoirien, et non des moindres, Boni Niaoré. Qu'est-ce que vous faites à Strasbourg? C'est ce que tu vois là. L'artiste n'a rien perdu de son humour. Alors à Strasbourg, je suis ici toujours, toujours dans les arts de la scène. Et voilà, vous me trouvez aujourd'hui sur mon espace, la Maison des Arts à Lingolsheim, où je suis professeur de musique, de percussions, comme vous l'avez bien vu, des xylophones africains, c'est-à-dire les balafons, les tambours, les djembés, les congas, il y a la batterie, il y a les synthés que vous voyez. L'un des challenges de Boni Niaoré, s'aimer la graine de la rythmique africaine dès le bas âge. Ils viennent toujours, ils sont en demande d'ailleurs, et donc c'est pour ça depuis 2010, je suis, on va dire, professeur dans cette école. Comme Boni Niaoré, plusieurs Ivoiriens résident à Strasbourg et essaient de s'intégrer dans le tissu socio-professionnel. Ils sont un peu plus de 500. Parmi eux, Christian, expert comptable. L'État français travaille en collaboration avec les experts comptables, ce qui fait que c'est un métier où effectivement on recherche toujours des experts comptables. Il y aura beaucoup d'experts comptables qui vont aller à la retraite, donc c'est un métier d'avenir encore ici. Après une dizaine d'années passées à Strasbourg, l'envie de rentrer au pays est de plus en plus forte. Ici, on s'est adapté. On s'est adapté, je dirais même plus, on n'est plus nous-mêmes. Et revenir au pays, c'est revenir à ses sources, c'est revenir à ses valeurs, ses cultures. C'est l'amour du pays. Se former à l'étranger et revenir partager son expérience dans son pays, un défi qui anime plusieurs Ivoiriens. Strasbourg est réputé pour la qualité de ses grandes écoles et universités. Chaque année, des étudiants ivoiriens s'inscrivent dans ces instituts, également des cadres pour des programmes de perfectionnement. Je suis à la tête justement du département qui s'occupe des questions de réfugiés d'apatrides
Et c'est vraiment dans le cadre du renforcement des capacités et en vue de nous permettre justement de mener à bien la mission qui m'a été confiée, que j'ai accepté et décidé de suivre ce cours sur le droit des réfugiés. C'est dimanche, nous sommes à la paroisse Bienheureux Charles de Foucault de la Méno. Le père Rodrigue est ivoirien et est aussi en mission d'études à Strasbourg. L'université de Strasbourg est une université d'État, université publique, et à l'intérieur de cette université se trouve une faculté théologique protestante et catholique. Et donc nombreux sont les prêtres d'origine ivoirienne qui sont envoyés en mission d'études par leurs évêques respectifs pour se perfectionner, pour renforcer leurs capacités, que ce soit en théologie ou en bien d'autres domaines. Pour faciliter leur intégration dans cette ville et tisser une chaîne de solidarité, les Ivoiriens se sont mis en association. Ce même dimanche, ils sont en réunion pour préparer les festivités de la fête nationale de Côte d'Ivoire le 7 août prochain. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est l'organisation de la fête de l'indépendance. Dans un premier temps, organiser un barbecue géant. C'est mon but principal en fait, de nous tous les Ivoiriens. Je sais que moi, ce que l'Europe m'a appris aujourd'hui, tout seul tu vas vite, mais ensemble on va plus loin. Aller plus loin dans cette aventure européenne à Strasbourg, tout en pensant au retour au bercail, c'est le rêve entretenu par ces Ivoiriens, loin de leur terre natale. Le cœur continue de battre pour la mère patrie. Merci. Retour sur le sol ivoirien, dans la ville de Bouaké. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs du MAEP sillonne depuis quelques semaines le pays. Le rapport de l'auto-évaluation réalisé par les Ivoiriens eux-mêmes a été parcouru en présence d'un échantillon de la population de Bouaké. Il s'agit de proposer au président de la République un rapport final adopté par tous et qui sera présenté en janvier prochain à Addis Abeba devant ses pairs. Le reportage de Soro Corona. Une équipe d'experts du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, en mission d'évaluation à Bouaké. C'est une mission d'évaluation externe intervenant après la remise du rapport de l'auto-évaluation réalisé par les Ivoiriens au panel des personnalités qui supervisent le processus d'évaluation des pays membres du mécanisme. Il a été question d'écouter les préoccupations et propositions des populations sur 4 thématiques. L'évaluation, ce n'est pas les gens qui viennent d'ailleurs qui vont faire l'évaluation. Non, c'est vous. L'auto-évaluation est faite par vous-même. Par vous-même, en posant vos problèmes, en réglant vos problèmes, on fera tout le travail et on va envoyer au gouvernement. Le gouvernement a 21 jours pour réagir. Et le président Ouattara va partir à Addis en janvier 2019. Il va soutenir. Le MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, se veut un creuset de réflexion pour le développement de l'Afrique. Il propose au gouvernement des projets prenant en compte des préoccupations des populations. Ce qui est plus important pour nous dans le milieu rural, c'est vraiment l'éducation et surtout la santé. Au niveau de Bouaké, véritablement, le problème de chômage est un problème sérieux parce que les jeunes de Bouaké, qu'on appelle, ont la volonté de travailler, mais malheureusement, les entreprises étant fermées. Aujourd'hui, les infrastructures, on ne pense pas aux personnes en situation de handicap. Et même quand on fait la sensibilisation, on nous fait croire que c'est des établissements qui sont déjà construits. Mais non, on peut adapter. Créé en mars 2003, le MAEP a pour objectif de promouvoir la stabilité politique, de réaliser un développement durable et d'accélérer l'intégration africaine. La Côte d'Ivoire a adhéré à cette organisation en janvier 2015 et en est le 35e État partie. Dans l'actualité politique, on parle également d'intégration mais des genres. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes GOF plaide pour une plus grande présence des femmes au gouvernement ivoirien. La représentativité féminine étant estimée à 18,73% de 2016 à 2018. Patricia Omouetia. La représentation des femmes dans les sphères de décision progresse en Côte d'Ivoire, mais lentement, indique la présidente du GOFEF, le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes.
Cette conférence de presse a pour but de faire le point de l'évolution de la femme ces 3 dernières années dans les gouvernements. Ainsi, l'analyse comparative des 3 gouvernements selon le genre indique 2016, 9 femmes, soit 20,93%. 2017, 6 femmes, soit 18,18%. 2018, 7 femmes, soit 16,28%. Un total de 22 femmes sur 97 hommes au cours de ces 3 dernières années. Pour Rachel Gogwa, le pourcentage des femmes baisse. La proportion est toujours inférieure à celle des hommes au fil des gouvernements. La présidente du GOFEF déplore aussi le fait que le titulaire du ministère chargé du genre change à chaque gouvernement, ce qui a un impact négatif sur l'avancée des questions du genre. Nous avons une loi qui est en souffrance, une loi pour l'égalité homme-femme dans les assemblées élues. Nous pensons que cette loi qui a connu beaucoup de rebondissements, nous voulons que cette fois soit la bonne. Les pays qui ont adopté des politiques d'égalité homme-femme, qui les ont mises en œuvre, ces pays-là connaissent une croissance élevée. La présidente du GOFEF souhaite que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nomme 33 femmes sénatrices sur les 33 fauteuils restants afin d'appliquer la parité au Sénat. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, GOFEF, est une fêtière de 18 réseaux et ONG des droits des femmes. Il lutte pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire où tous les citoyens sont égaux en droit dans tous les secteurs et les instances de prise de décision. Égalité également dans le domaine de la formation. Le taux national de réussite cette année pour les examens de fin d'année des formations institutions d'éducation féminine IFEF est connu, 84,91%. Sur les 590 auditeurs auditrices présentés, 501 candidats sont déclarés admis par la Direction générale de la femme. Reportage. 501 auditeurs et auditrices déclarés admis ce lundi 23 juillet aux examens de fin d'année des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF. Ils étaient 590 à prendre effectivement part à ces évaluations de fin d'année tenues du 18 au 22 juin dernier. Le déroulement des épreuves s'est effectué sans incident majeur dans tous les centres. Nous avions inscrit 621 candidatures. Nombre de candidats ayant composé, 590. Admis, 501. Taux d'admission, 84,91%. Les résultats sont en progression, 5,43% de plus qu'en 2017. La tutelle félicite les admis et encourage les femmes et filles de Côte d'Ivoire à rejoindre les institutions de formation et d'éducation féminine IFEF. Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant encourage les femmes à s'inscrire dans les institutions de formation et d'éducation de la femme pour qu'elles puissent bénéficier d'une formation qualifiante pouvant leur permettre non seulement de se prendre en charge et de relever le défi de l'autonomisation de la femme. Les résultats sont disponibles depuis 11h ce lundi dans les 7 centres de composition et dans le hall de la direction de la promotion et de l'autonomisation de la femme au 17e étage de la tour E au plateau. La consommation et la production durable de biens et de services est au cœur de la première édition du Forum de réflexion et d'échange sur la coopérative à Yamoussoukro. Il a essentiellement été question de renforcer les capacités des coopératives en vue d'une meilleure connaissance du concept de développement durable. Soro Corona. Consommation et production responsable et durable, 12e point de l'objectif du développement durable des Nations Unies. Pour atteindre cette politique de développement durable, l'ONU implique les coopératives. En Côte d'Ivoire, le Forescoop, forum de réflexion et d'échange sur les coopératives, s'est tenu à Yamoussoukro. Mener les coopératives à intégrer dans leur fonctionnement et dans leurs activités la notion de développement durable, la notion de prise en compte de l'environnement pour les générations futures dans la façon de travailler, dans la façon de produire les biens, parce qu'aujourd'hui, la consommation et la production durable de biens constituent un objectif du développement durable. Le Forescoop s'inscrit pleinement dans la vision de l'ONU traduisant le rôle des coopératives dans le développement social.
La première édition du Forescoop a réuni autour d'une même table des sociétés coopératives, des chambres consulaires, des institutions étatiques et financières. Le respect de l'environnement fait partie des conditions de délivrance des autorisations en Côte d'Ivoire. Et ceci répond bien aux exigences fournies par le code minier. On a vu aussi le modèle allemand. Il ne s'agit pas aujourd'hui de fonctionner 2 ans et puis 3 ans disparaître. Mais nous venons voir l'expérience des autres sociétés coopératives et nous allons prendre ce modèle-là, calquer sur et puis apporter ce qui manque chez nous. Les participants ont également réfléchi sur la pérennisation de la commémoration de la Journée mondiale des coopératives célébrée par l'ONU depuis 1995. Cette première édition du Forescoop a eu pour thème la consommation et production durable des biens et services. Renforcement des actions de lutte contre l'insalubrité. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a rencontré les organisations non gouvernementales. Et les échanges ont porté sur l'instauration d'une plateforme. Elle sera formelle, elle va porter sur la collaboration avec le ministère. Patricia Omoetia, Grace Kando. Curage de caniveaux, nettoyage des grandes artères, assainissement des plages. Ces tâches ne sont pas uniquement affectées aux autorités chargées de l'assainissement. Elles sont suivies par de nombreuses organisations non gouvernementales qui œuvrent pour le maintien de l'hygiène publique. Notre association AFBAD, ce sont seulement les femmes. Donc les femmes, c'est elles-mêmes qui produisent les ordures. Donc elles, à leur niveau, dans le quartier, elles essaient d'avoir les poubelles, de faire des opérations. Chaque dimanche dans le mois, elles se mettent ensemble, elles balayent le quartier, elles nettoient le quartier. Au niveau de la salubrité, nous faisons la précollecte. Nous avons au nombre, nos membres sur le terrain, nous avons 7 équipes composées de 40 éléments par équipe, dont chaque équipe est coordonnée par 3 chefs qui sont répartis dans les différents quartiers de la ville et qui font la précollecte des ordures. Ce matin, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité va à la rencontre des responsables des ONG et des bénévoles. Anne-Désirée Ouloto a exprimé le désir de son ministère de travailler de pair avec ses collectivités dans l'optique de mener des opérations plus efficaces dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. Les ONG doivent comprendre la politique du gouvernement. Les ONG doivent savoir ce que c'est qu'elles sont de groupage, elles sont de transfert, elles sont d'enfouissement technique. Il faut que vous ayez des programmes de renforcement de capacité. Tout cela vous rendra crédible auprès des populations, mais beaucoup plus crédible également vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers, vis-à-vis de nos bailleurs, qui bien souvent s'appuient également sur des ONG pour financer des projets et des programmes. Une plateforme formelle de collaboration avec les ONG de lutte contre l'insalubrité est envisagée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Ce programme permettra à ces organisations de bénéficier de formations et d'assistance en vue d'être plus efficaces sur le terrain. Dans le domaine du cinéma, ce week-end va être marqué par la sortie officielle du film Interprète 2 dans les salles de cinéma à Abidjan. La grande première a eu lieu le samedi 21 dernier au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Trahison, meurtre, suspense et amour font bon ménage dans ce film coproduit par la RTI. Isaïo. Interprète 1, on est resté sur notre fin. Et donc, quand on nous a annoncé l'interprète 2, on a couru venir le voir et on a hâte de voir la suite du film. Pour mettre fin à cette longue attente du public, Kadi Touré, la réalisatrice du film, est donc revenue sur le grand écran avec Interprète 2. Ce film, coproduit par la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, est parsemé d'amour, de trahison, de suspense et de meurtre. Tension et surprise sont également au cœur de ce long métrage, où l'amour finit par prendre le dessus sur tous les autres sentiments. On a tenu compte de certaines critiques qu'on a eues pour l'interprète 1, donc on a mis un peu plus de qualité, les acteurs ont mieux joué, il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont améliorées, donc j'espère que cette fois-ci on aura encore plus de succès. Pour la grande première de ce film, le public est venu en grand nombre. C'est nous qui avons demandé le 2 parce qu'on a estimé que ça ne pouvait pas rester comme ça. Et quand nous sommes venus aujourd'hui pour l'interprète 2, effectivement, ce à quoi on s'attendait, Kadi Touré a bien sûr nous donné envie de regarder Interprète 2.
je vous exhorte à aller le regarder. C'est très intéressant, très intriguant. Vraiment, je suis épatée. Les mots me manquent. I am so surprised. Pour le premier responsable de la RTI, le média des services publics soutient toutes les grosses productions cinématographiques. Mieux, il continuera de jouer son rôle dans l'émergence du cinéma en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde comprenne que le cinéma peut être quelque chose de rentable. Donc j'invite tous les acteurs financiers ou tous ceux qui s'intéressent au monde de la culture à penser à investir dans le cinéma parce qu'ils montrent notre culture, ils montrent nos acteurs et en même temps des spectacles rentables à travers ces films. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a indiqué que l'engouement suscité auprès du public démontre la vitalité du 7e art ivoirien. Au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, je veux saluer tous les acteurs du cinéma en Côte d'Ivoire qui, avec des moyens modestes, mais avec une forte volonté, arrivent à nous donner un cinéma de qualité. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de nos acteurs, à l'appui que le gouvernement met en place, notre cinéma est revenu à son top niveau. Interprète 1 a battu des records à Abidjan avec plus de 7000 entrées et 4000 à Ouagadougou, au Burkina Faso. La réalisatrice entend aller au-delà de ce succès avec Interprète 2, qui sort dans les salles à Abidjan à partir du 27 juillet prochain. Quittons le monde du cinéma pour celui de nos danses traditionnelles. La compagnie REM 2, en matière de danse traditionnelle, vend l'image du pays à travers chacune de ses prestations à l'extérieur. Elle vient de présenter les différentes récompenses qu'elle a reçues partout à travers le monde. Isaïo. Yopougon, à l'Ocodrome Nyangon Sud à gauche, lieu de répétition de la compagnie REM 2 pour parfaire les pas de danse et les chorégraphies des spectacles. Ici, les membres de la compagnie travaillent sans relâche pour valoriser la danse patrimoniale, connue sous l'appellation de danse traditionnelle. Créée en 2003, la compagnie REM2 permet à sa fondatrice Seri Yao de réaliser un rêve. L'identité d'un peuple, c'est sa culture. Et quand je suis rentré au pays après mes études à Montréal, j'ai vu que cette culture était en train de se dénaturer par la culture étrangère. Je me suis dit, en tant que bonne Ivoirienne, j'avais pour objectif et pour ambition de valoriser ma culture, la danse et la musique traditionnelle. En 15 ans d'existence, la compagnie est une référence en Côte d'Ivoire. Mieux, elle a décroché la 2e place du prix d'excellence dans le domaine des arts vivants en 2017. Et ce, malgré les nombreuses difficultés du secteur. Nous sommes confrontés à des difficultés. La Côte d'Ivoire étant un pays qui a beaucoup de cultures. Et les cultures ne se ressemblent pas. Quand nous allons au nord, nous avons par exemple le Mboloy, le Yachana, le Ngoron, qui n'ont pas les mêmes accoutrements que ceux de ma région, par exemple de Daloa, le Diba. Donc au niveau de cette diversité-là, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que chaque voyage, il faut changer notre patrimoine vestimentaire. On a du mal à voyager, c'est le côté financier. Et puis on rencontre aussi des difficultés au niveau des ambassades. On persévère. Et moi je dis, quand on est sérieux dans ce qu'on fait, même quand on vous refuse de partir, vous continuez d'essayer. C'est la persévérance. Un jour, ils comprendront que vous ne vivez que de ça. Et c'est votre métier, c'est votre profession. Plusieurs voyages et lauriers glanés font de la compagnie une digne ambassadrice du pays à l'extérieur. Des trophées célébrés au cours d'une cérémonie à la mairie de Yopougon pour montrer la qualité du travail effectué. Ce qui nous a le plus motivés, c'est qu'au début, on se croyait orphelin. Parce qu'on partait difficilement et on venait triste. Parce que quand on arrive dans ces différents pays-là, c'est des tapis rouges, c'est des motards. Et puis c'est un rêve à Hollywood, quoi. Mais quand on arrive chez nous à l'aéroport, c'était vraiment sur la pointe des pieds. Et jusqu'à ce que, l'année dernière, le prix d'excellence apparaisse dans notre vie. Au total, la compagnie REM2 a glané 20 trophées depuis sa création. Des trophées dédiés au président de la République, Alassane Ouattara, pour saluer toutes ses actions en faveur de la culture.
Dans l'actualité internationale, au Mali, la campagne se poursuit pour le premier tour de l'élection présidentielle prévue ce dimanche 29 juillet. Mais l'opposition dénonce d'ores et déjà des fraudes qui seraient en préparation. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a donc lancé à Bamako, la capitale malienne, une caravane pour des élections apaisées. Et au Zimbabwe, l'écart se resserre au niveau des intentions de vote pour le scrutin présidentiel du 30 juillet. Selon les derniers sondages, il y a plus de 3 points d'écart entre le président sortant Emmerson Mnangagwa et le leader de l'opposition Nelson Chamisa. Le parti majoritaire pourrait perdre le pouvoir pour la toute première fois depuis l'indépendance du pays. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons pour le journal de 20h sur RTI 1.